Bonjour à toi chers zappeurs, bienvenue dans le monde fantastique des séries télé, du cinéma et de la musique. Avant de commencer, n'hésite pas à liker ma vidéo pour me montrer ton soutien si tu apprécies mon travail. Pour ce 20e numéro de Zap, nous allons revenir sur un film culte de Noël qui navigue entre comédie satirique et horreur. Il s'agit bien entendu des Gremlins. Alors prépare tes meilleures armes car ces petites boules de poils sont déjantées et sans pitié. Gardons à l'esprit d'éviter de nous approcher trop des points d'eau car cela pourrait causer notre perte. Et ne zappe pas! Les Gremlins est un film sorti en 1984. Il a été réalisé par Joe Dante. On lui doit Piranha de 1978, Hurlement de 1981 ou plus proche de nous, les Looney Tunes passent à l'action en 2003. Boule de poil à part numéro 1, il faut savoir que lorsque Steven Spielberg est tombé sur le script de Chris Columbus, ne pouvant en être le réalisateur car il était pris sur Indiana Jones et le Temple maudit, Spielberg a envisagé en premier lieu de confier la réalisation à un jeune à l'époque plein de promesses et possédant un univers bien à lui, Tim Burton. En effet, Burton avait produit Frankenweenie et son univers plaisait beaucoup à Spielberg, mais Burton, bossant sur un autre projet, déclinera l'offre de Spielberg qui choisira finalement Joe Dante. Avant que Joe Dante réalise le film Les Gremlins, il a fallu créer l'histoire. Et cette personne qui donna naissance sur le papier aux Gremlins est Chris Columbus. C'est lui qui est à l'origine du scénario et qui a imaginé ces adorables bestioles. C'est lui qui écrira également en 1985 le scénario des Goonies, un autre film devenu culte. Par la suite, il réalisera en 1990 Maman, j'ai raté l'avion, Madame Doubtfire en 1993 et surtout les deux premiers Harry Potter en 2001 puis 2002. Boule de poil à part numéro 2, des souris sont à l'origine de la création des Gremlins. En effet, le côté menaçant de ces petites bestioles tapies dans la pénombre et envahissant son appartement de New York donnèrent l'idée à Chris Columbus de créer les Gremlins. Il faut savoir que le script de départ de Columbus a subi de nombreux changements et que l'œuvre que l'on connaît tous aujourd'hui est bien plus édulcorée, bien qu'elle soit assez violente que ce qui était prévu au début. En effet, en passant dans les mains de Steven Spielberg et de la Warner, qui en sont les producteurs et donc les financiers, le film se verra amputé d'une partie de l'horreur qu'il prévoyait. Petit tour d'horizon de différence avec le script original. Lynn Pelzer, la mère de Billy, se faisait massacrer. Barney, le chien, se faisait dévorer tout cru, et une scène se déroulant dans un McDo était le théâtre d'un véritable massacre de clients, mais pas de burgers. Et oui, les Gremlins ne mangent pas de McDo, c'est beaucoup trop calorique. Bref, l'horreur à l'état pur. Toujours dans le scénario d'origine, Gizmo était censé devenir le méchant principal. Alors que la production du film est déjà bien avancée, Spielberg souhaitera finalement préserver l'innocence de Gizmo et créera donc l'antagoniste à crête blanche, Stripe. En effet, à la base, il n'y avait pas deux entités distinctes. Gizmo, Stripe étaient une seule et même personne. Gizmo mutant en Stripe. Dans la version retenue, on aura deux persos bien distincts. Du fait de ce changement d'histoire, le héros qui devait être à l'origine Billy s'effacera au profit de Gizmo qui lui volera la vedette. Spielberg voulait faire de Gizmo le seul héros et de Billy son faire-valoir. Du coup, dans la scène finale, c'est Gizmo seul qui vaincra Stripe et plus Gizmo et Billy. Boule de poil à part numéro 3, Mogwai est un terme cantonais du sud de la Chine qui désigne le démon, le diable. Et Gremlins est un terme argot employé dans les années 20 par les aviateurs de Royal Air Force et durant la Seconde Guerre mondiale. Ces diablotins imaginaires étaient selon ces aviateurs responsables des pannes et dysfonctionnements des avions. Les aviateurs les blâmaient de leur causer des soucis. Roald Dahl, l'auteur de Charlie la chocolaterie, se servira de ces légendes aériennes et en 1943 publiera un premier roman intitulé The Gremlins qui popularisera le terme Gremlins bien avant le film de 1984. Côté propos, Gremlins planque son cadre durant les fêtes de Noël, symbole occidental de la famille et de la consommation de masse, dans une bourgade américaine d'ordinaire calme, Kingston Falls. Boule de poil à part numéro 4, Kingston Falls a les mêmes décors que Hill Valley, l'endroit où se déroule Retour vers le futur. Et pour cause, les deux films étant sortis à un an d'intervalle, l'équipe de production de l'époque a souhaité utiliser les mêmes décors. En faisant semer le chaos à ces petites créatures dans ce contexte-là, Chris Columbus s'en prend directement aux deux fondements de l'idéal américain hérité de la fin de la Seconde Guerre mondiale, soit le capitalisme et la famille, la communauté. Capitalisme qui sera de nouveau égratigné dans le second volet, avec cette fois la mise à sac d'un building d'une grande entreprise new-yorkaise. La scène d'intro où le père achète le Mogwai en dépit de multiples refus de Monsieur Wing est une scène démontrant que l'avidité occidentale est nocive, car c'est ce désir de trouver le cadeau idéal qui sèmera le chaos dans toute la petite banlieue.
Le passage du film évoquant parfaitement cet aspect anticapitaliste et antifamilial est celui où les Gremlins regardent Blanche-Neige et les 7 nains au cinéma et déchirent par la suite l'écran de projection. En effet, l'écran où est projeté le film sera entièrement déchiré par les Gremlins à la fin du film. Ce geste peut avoir deux messages. Le premier, c'est qu'après avoir vu les Gremlins, votre candeur ne sera plus de ce monde où on aura pris un sacré coup. En effet, Disney est l'incarnation même de l'innocence, donc en déchirant cet écran, il déchire vos œillères. Et le second message porté par ce geste est que Les Gremlins est un film qui s'affranchit des studios et de leur pression imposée sur les réalisateurs. En effet, les Gremlins, par ce geste de déchirer l'écran, s'en prennent directement à ces grands studios qui, dans leur course au billet vert, pervertissent les visions des créateurs et donc du cinéma. En s'en prenant à Blanche-Neige et donc à Disney, les Gremlins s'en prennent directement à la valeur de famille. Cette valeur parfois surfaite est très théâtralisée, instrumentalisée et monétisée par le studio aux grandes oreilles. Ce premier parti pris reste tout de même ironique et très paradoxal quand on voit ce que Spielberg et le studio Warner ont fait de la vision de Columbus. En effet, Spielberg, en plaçant Gizmo au centre du film et en lui donnant une image de peluche que tous les gosses voudront s'arracher, entend bien ramasser du cash avec ce perso et avoir un retour sur investissement. Et c'est ce qu'il fera avec une avalanche de produits dérivés, posters, peluches, jeux vidéo, jouets. Cependant, les parents voyant et trouvant certaines des scènes du film assez violentes auront des petites réticences à offrir ces produits à leurs chers bambins. De ce fait, les produits dérivés Gremlins se vendront, mais pas autant que certaines autres franchises comme Harry Potter par exemple. Deuxième propos du film, l'ambivalence de la nature humaine. En effet, les Gremlins, c'est un contraste permanent entre le bien et le mal, l'adorable et le repoussant, le comique et l'horreur. En faisant d'une boule de poil adorable une lignée de petits monstres, Chris Columbus et Joe Dante ont voulu montrer que derrière chaque être humain se cache un Gremlins. Derrière nos apparences douces, nos garde-fous, sommeillent des vices, des pulsions et des côtés sombres. Ici, les Gremlins, une fois transformés, sont la carte assise de nos pulsions refoulées. Ils sont sans filtre, ils sont notre défouloir. Enfin, dernier propos, l'homme est irresponsable car trop centré sur lui-même et ses besoins. Les Gremlins sont des êtres terriblement attachants, mais redoutables s'ils se transforment. Dans ce film, on s'attache à ces personnages fous qui veulent survivre après avoir été victimes de négligence humaine. Et malgré leur côté monstrueux, on peut s'interroger sur qui de l'homme ou du Gremlins est le monstre dans le film. Car rappelons que c'est l'homme qui a voulu domestiquer une créature innocente, mais tellement mignonne qu'il n'avait rien demandé pour satisfaire son besoin de posséder. Et que de son irresponsabilité, car l'homme est incapable de suivre 3 petites règles, sont nées des créatures sauvages qui ont échappé à son contrôle. Ces bestioles, luttant pour leur survie, se font exterminer sauvagement par des êtres humains. Les Gremlins nous renvoient donc directement à nos contradictions et nos parts d'ombre. Côté box-office, le film a coûté 11 millions et en a rapporté environ 150, soit plus de 10 fois sa mise, un succès monstrueux. Enfin, le film a remporté le prix du meilleur film, celui de la meilleure musique pour Jerry Goldsmith, de la meilleure réalisation pour Joe Dante, du meilleur second rôle féminin pour Polly Hollyday, l'horrible promotrice immobilière, et des meilleurs effets spéciaux pour Chris Wallace. Boule de poil à part numéro 5. Chris Wallace, qui a fabriqué les Gremlins et donné vie aux bestioles imaginées par Chris Columbus, s'est inspiré du cavalier King Charles de Steven Spielberg pour créer l'apparence de Gizmo. Alors, de quoi parlent les Gremlins ? Le père de Billy, Randall Pelzer, se rend dans une boutique de Chinatown pour tenter de vendre une de ses inventions farfelues à son propriétaire et également trouver un cadeau de Noël pour son fils Billy. Dans ce magasin, il va tomber sur une ravissante créature, un mogwai. Attendri par sa bouille, le père va tout faire pour convaincre Monsieur Wing de lui vendre, mais celui-ci refusera catégoriquement car il estime que la responsabilité du mogwai est trop lourde pour le père. Le petit-fils du gérant assistant à la scène et sachant que 200 $ pourraient être utiles à son grand-père, va vendre en douce le mogwai à Randall en lui donnant 3 instructions fondamentales à suivre. La première, ne jamais exposer le mogwai à la lumière et encore moins à celle du soleil car ça pourrait le tuer. La seconde, ne jamais faire entrer le mogwai en contact avec de l'eau. Et la troisième, la dernière, ne jamais le nourrir après minuit. Le père va offrir ce mogwai à son fils qui va tisser des liens profonds avec Gizmo. Cependant, les règles énoncées au préalable vont être enfreintes et le calme apparent de la petite banlieue de Kingston Falls va vite céder la place au chaos le plus total. Boule de poil à part numéro 6, as-tu remarqué que les œufs d'où sortent les Gremlins sont très ressemblants à ceux d'où viennent les facehuggers d'Alien ? Je te laisse te faire ton avis. Côté cast, on retrouve dans le rôle de Billy Pelzer, l'ami de Gizmo et employé de banque, on retrouve Zach Galligan. Il est connu pour avoir joué dans la suite des Gremlins, la série Melrose Place et Dr. Quinn, mais rien de très notable en dehors de son rôle dans les Gremlins. La petite amie de Billy, Kate Beringer, employée de banque également, est interprétée par Phoebe Katz. Elle n'a rien fait de spécial après les Gremlins 1 et 2 et a ouvert une boutique de cadeaux, The Blue Tree, à New York.
Le père de Billy, Randall Peltzer, inventeur de gadgets loufoques, est campé par Hoyt Axton. Il était également chanteur de country, il est mort en octobre 1999. La mère de Billy, Lynn Peltzer, mère au foyer, est jouée par Frances Lee McCain. Elle a eu des petits rôles dans Retour vers le futur et le génialissime Stand By Me. Enfin, Ruby Deagle, la promotrice immobilière et mégère du film, prend vie sous les traits de Polly Holiday. Elle a eu un petit rôle dans Mrs. Doubtfire. Comme tu peux le remarquer, les acteurs de Gremlins ont surtout brillé dans ce dernier. Alors, pourquoi on ne zappe pas les Gremlins? Tout d'abord pour ses effets spéciaux. On les doit à Chris Wallace. Autant dire que la pression était lourde car sans lui, les Gremlins n'auraient jamais pris vie à l'écran. Chris Wallace avait, avant les Gremlins, officié sur le cultissime Piranha de 1978, réalisé par Joe Dante. Et il avait aussi travaillé sur les effets spéciaux du monumental Star Wars Le Retour du Jedi. Par la suite, on lui devra également les effets spéciaux de La Mouche de David Cronenberg. Chris Wallace a fait un travail d'orfèvre en créant pas moins de 100 animatroniques de Gremlins en 9 mois. Et oui, à l'époque, il était exclu d'utiliser les images de synthèse qui en étaient à leur balbutiement. Chacune de ces bébêtes valait environ 40 000 € pièce. Autant dire que le plus gros du budget est parti dans la création de ces créatures. Boule de poil à part numéro 7, il créera 12 versions de Gizmo différentes et 14 de Stripe. Pour leur donner vie, il leur faudra pas moins d'une soixantaine de câbles et d'une douzaine de techniciens. Un travail dantesque. D'autant que certaines scènes où apparaissent plusieurs créatures demandaient la synchronisation parfaite d'une dizaine de personnes pour faire se mouvoir nos chers amis. Parfois, certains techniciens devaient directement passer sous le plancher du plateau de tournage ou se contorsionner dans le décor en hors-champ pour les faire se déplacer. Donc rien que pour ça, chapeau. Boule de poil à part numéro 8, afin d'essayer de donner un côté réaliste au déplacement des Gremlins, la réalisation a déguisé un singe en Gremlins en lui mettant une tête de mogwai dessus. Le pauvre animal est devenu fou et ingérable et l'idée fut abandonnée. Deuxième point, le mélange parfait de la comédie et de l'horreur. Le fait que les Gremlins explorent ces deux facettes opposées nous fait passer par différents états dont celui de la peur ou celui de la joie. En jouant sur ces deux tableaux et en évitant le côté unique de l'horreur, le film se permet d'avoir une portée plus universelle car il s'adresse aux fans de comédie comme aux fans de films d'horreur. Troisième point, ces messages évoqués avec les thèmes de la perte d'innocence, de l'anticapitalisme, etc. Bref, je te renvoie directement à ce que j'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo. Quatrième point, sa musique. À l'origine de la bande-son des Gremlins, on retrouve Jerry Goldsmith. On lui doit les musiques d'Alien, Poltergeist, La Momie ou encore Brisby et le secret de Nîmes. La bande-son est très réussie car elle capte l'essence du film dans sa globalité et s'adapte à tous ses registres. Que ce soit des pistes calmes pour coller à la tranquillité de la ville, une piste plus douce, plus berçante pour coller à la douceur qu'inspire Gizmo, ou des morceaux plus élancés avec une portée plus sombre pour le passage de chaos, la soundtrack des Gremlins est parfaite. Boule de poil à part numéro 9, pour faire le sifflement si particulier que fait Gizmo lorsqu'il joue au piano, Goldsmith a utilisé la voix d'une fillette qu'il a déformée à l'extrême numériquement. Pour la partie concernant Mrs. Dingle, la femme au fauteuil défenestré, il a utilisé des cris de chat en colère. Dernier point qui fait que les Gremlins est culte, c'est pour ces scènes mémorables. La première scène, c'est la scène où on découvre Gizmo, qui dévoile une atmosphère étrange et mystérieuse. Gizmo ici apporte un peu de lumière, et ce premier contact avec lui restera magique pour beaucoup d'entre nous. What is that? Mogwai. What's he doing? Singing. La scène de la mort de Mrs. Dingle également est jouissive car le personnage est une mégère. Puis lorsqu'elle ouvre la porte et trouve les Gremlins déguisés en chanteurs de rue de Noël, c'est à mourir de rire. Enfin, sa mort sur son fauteuil est jubilatoire. Boule de poil à part, numéro 10, suis-je le seul à trouver que la montée des marches est interminable pour une maison pas si grande que ça? En effet, quand on regarde le plan extérieur, quand la vieille est défenestrée, la maison est quand même toute petite. Et lorsque l'on regarde la scène avec la vieille qui est sous son fauteuil, elle tourne quand même beaucoup, on a l'impression qu'elle monte hyper haut. Donne-moi ton avis. Autre scène mémorable, la scène où Kate raconte son traumatisme de Noël. À elle seule, cette scène résume l'ambiguïté constante des Gremlins, la mince frontière entre la comédie et l'horreur. Cette scène où elle évoque que son père est mort en restant coincé dans la cheminée alors qu'il voulait passer par cette dernière pour déposer les cadeaux est à la fois tellement improbable et ridicule et en même temps si bien joué et bien amené qu'en tant que téléspectateur, on assiste à cela sans vraiment savoir s'il faut en rire ou s'il faut s'en horrifier. Quand un film arrive à faire cela, à brouiller les émotions du spectateur, c'est beaucoup.
De plus, avec cette histoire, Columbus en prend de nouveau à la famille et cette peur de perdre un de ses Il membres. faisait froid dans la maison, alors j'ai voulu faire du feu dans la cheminée. Et c'est là que j'ai remarqué l'odeur. Les pompiers sont passés par le haut de la cheminée. Et maman et moi, on pensait les voir ramener un chat ou un oiseau mort. Au lieu de ça, ils ont ramené mon père. Il avait voulu se déguiser en Père Noël. Il était monté sur le toit pour passer par la cheminée le soir de Noël. Il avait les bras encombrés de cadeaux. Il voulait nous faire une surprise. Boule de poil à part, numéro 11, le studio déteste cette scène du fait de son propos horrible et insistera longuement pour la faire retirer du montage. Mais Spielberg interviendra et se rangera du côté de Joe Dante et la scène sera conservée. Autre scène, la scène de confrontation dans la cuisine. La scène est d'une sauvagerie grandiloquente. Un gremlin broyé dans un mixeur, un autre explosé au micro-ondes. Cette scène est folle et montre la cruauté de l'humain envers ce qui lui échappe. Car à la vue de l'exécution des bébêtes, on peut vraiment s'interroger sur l'innocence de l'homme. D'ailleurs, le fait qu'un gremlin périsse broyé dans un mixeur en dit long. L'innocence apparente des gens est elle aussi passée au mixeur violemment. De la douceur peut surgir un monstre sanguinaire. Boule de poil à part, numéro 12, le film Les Gremlins est à l'origine du PG-13, l'équivalent du déconseillé aux moins de 12 ans. En effet, du fait de sa violence limitée mais présente quand même, et du mécontentement des spectateurs vis-à-vis de cette dernière, Spielberg va contacter le président de l'organisme de classification des films aux USA, la MPAA, et demander à créer cette mention. Enfin, dernière scène, la scène où les Gremlins sont au cinéma. Le travail fait pour faire interagir ces bestioles pour cette scène est tellement ahurissant que juste pour ça, cette scène vaut le coup. Puis les messages en filigrane évoqués juste avant sur la symbolique de cette scène rendent ce passage incontournable. En conclusion, je t'invite fortement à regarder Les Gremlins. C'est un conte macabre, drôle, effrayant et touchant. C'est un film aux multiples facettes qui a marqué des générations entières et qui aujourd'hui encore se déguste avec une bonne tasse de chocolat chaud en période de Noël. Donc ne le zappe pas. Le numéro 20 de Zap touche à sa fin. Merci pour ton soutien et ta fidélité. N'hésite pas à mettre un pouce en l'air et partager pour me soutenir. En attendant, je te souhaite une bonne fin de semaine et te dis à très bientôt. Bye!